Le cours d'aujourd'hui est intitulé Rupture utérine. C'est une urgence obstétricale par excellence. C'est quoi en fait elle constitue, vu que elle constitue un problème majeur de santé publique par sa prévalence, qui est actuellement vraiment minime, vu la prise en charge qui est devenue très euh, je dirais bien une surveillance armée avec un matériel plus performant et des équipes de gynéco-obstétriciens formées, très bien formées. La mortalité materno-fœtale est importante si la rupture utérine survient. Et vous allez me poser la question, c'est quoi en fait une rupture utérine? C'est toute solution de continuité non chirurgicale atteignant au cours de la grossesse ou au cours du travail le corps ou le segment inférieur de l'utérus. Vous savez très bien que le segment inférieur est une entité anatomophysiologique qui se forme au cours du dernier trimestre. Il fait à peu près 7 cm de longueur et c'est à ce niveau-là qu'on pratique les césariennes. C'est plutôt le siège prédilectif des incisions de césarienne. D'accord? Donc, une fois que la césarienne est faite au niveau du segment inférieur, on pourrait dire que la cicatrice serait de bonne qualité. En dehors du segment inférieur, la cicatrice serait de mauvaise qualité. Donc, la rupture utérine, dans ce cours-là, je vais exclure et les lésions limitées au col et les perforations consécutives à un curetage. Sur le plan anatomopathologique, on peut distinguer deux types de ruptures utérines. Il y a la rupture complète et la rupture incomplète. La rupture complète, c'est-à-dire que tous les étages de la paroi utérine sont inclus. Ceci dit que même le péritoine est inclus. Et euh, rupture intrapéritonéale, c'est l'équivalent de rupture complète. Dire donc comment retenir facilement rupture intrapéritonéale égale rupture complète. Retenez que intra, ça veut dire que le péritoine est inclus. D'accord. Pour ce qui est de la rupture incomplète, c'est une rupture sous-péritonéale. Ceci dit que le péritoine est préservé et il n'est pas inclus dans la déchirure. Donc, vous voyez à ce niveau que le corps utérin est constitué plutôt l'utérus est constitué de trois parties qui sont le corps utérin, l'isthme qui est la jonction entre le corps et le col. Et c'est à ce niveau-là qu'au cours du dernier trimestre, que le segment inférieur se forme. Donc là, c'est une image d'une rupture complète avec extériorisation du bras d'un nouveau-né avec un placenta juxtaposé. C'est une rupture utérine complète. Là, c'est également l'image d'une rupture utérine complète avec tout le saignement que ça pourrait engendrer et qui peut entraîner la mortalité fœtale et maternelle. Les étiologies des ruptures utérines. Il faut savoir que les ruptures utérines peuvent survenir et sur un utérus sain et sur un utérus qui est cicatriciel, c'est-à-dire qui était déjà qui a déjà subi une intervention. Donc, les ruptures sur utérus sain, c'est des ruptures qui peuvent survenir d'une façon spontanée. Et dans ce cas-là, les étiologies incriminées sont les disproportions surtout fœtopelviennes. Ceci dit qu'une macrosomie fœtale sur un utérus sain, si la femme rentre en travail, donc la femme pourrait facilement rompre son utérus si le diagnostic n'a pas été posé à temps. Les présentations anormales, et vous allez voir ceci dans vos cours, c'est-à-dire les présentations de front, de face et surtout la face en mode manteau-postérieur, ce sont des femmes qui seront sujettes à des ruptures utérines. Le cerclage, quand il est laissé en place et que la femme rentre en travail, ceci pourrait engendrer une rupture utérine spontanée. Les utérus fragilisés des grandes multiparts, c'est les utérus chiffons. Ceci dit que c'est des utérus qui sont tellement, l'épaisseur est tellement fine de la paroi utérine que quand les femmes rentrent en travail et qu'elles subissent soit une
un traitement iatrogène qui va renforcer les contractions ou après des contractions rapprochées, la rupture utérine serait la finalité. Les antécédents également de curetage répété ou utérus mal formé traité, pseudo-unicorne, tout ceci donc, est incriminé dans les ruptures spontanées. Pour ce qui est des ruptures provoquées, c'est des ruptures qui sont dues à des interventions, soit obstétricales, toute manœuvre externe sur l'utérus, que ce soit déversion par manœuvre interne, déversion par manœuvre externe, et que vous allez donc croiser dans vos cours de présentation, donc dystocique ou de présentation de siège, vous saurez donc l'indication des deux versions. Les manœuvres dans les dystocies des épaules en cas de macrosomie avec dystocie des épaules, les manœuvres instrumentales, donc toutes ces manœuvres-là peuvent entraîner des ruptures provoquées si elles ne sont pas faites par une personne qui est qualifiée ou entraînée à ce genre de manœuvre. Également, l'utilisation de certains traitements comme les ocytociques pour renforcer les contractions ou les prostaglandines de synthèse qui ne feront qu'accentuer les contractions et des contractions quand elles sont rapprochées, c'est-à-dire que l'utérus n'aura pas le temps de se relâcher, ceci va se terminer par une rupture utérine. On avait parlé de l'utérus sain. Et maintenant, on passe aux utérus cicatriciels. Un utérus cicatriciel qui soit unicicatriciel, c'est-à-dire un utérus cicatriciel qui soit suite à une cicatrice de césarienne ou bien une cicatrice gynécologique. Donc, qu'il soit unicicatriciel, bicicatriciel ou tricicatriciel, il reste un utérus qui est fragile. D'ailleurs, actuellement, donc les utérus cicatriciels, le déclenchement est interdit, sauf si la femme est dans un milieu où elle va bénéficier d'une surveillance très rapprochée, armée, à côté d'un bloc opératoire. C'est là où on peut déclencher un utérus cicatriciel tout en ayant son protocole, ses anciens protocoles opératoires, tout en ayant également les suites post-opératoires, c'est-à-dire que la femme n'a pas fait un sepsis de paroi, qu'il n'y a pas eu d'une pelvipéritonite dans le post-op et que la qualité de la cicatrice est bonne. Donc, ceci va me permettre d'accepter un déclenchement sur utérus cicatriciel, mais en tenant en compte le risque de rupture utérine qui pourrait survenir à tout moment. La rupture sur utérus cicatriciel pourrait être une rupture complète comme elle peut être une rupture incomplète. Une rupture complète, c'est-à-dire que toute la paroi utérine qui sera ouverte en totalité, y compris le péritoine, ou bien quand le péritoine reste intact, là, ça sera une rupture incomplète. Mais dans le cas d'utérus cicatriciel, on pourrait évoquer la déhiscence de cicatrice, c'est-à-dire que ce n'est pas une rupture utérine, mais une déhiscence de cicatrice. Quand vous arrivez au bloc opératoire et vous entendez le terme de déhiscence, suspicion de déhiscence, ceci dit que la femme fait un tableau de rupture utérine. Elle fait un tableau de rupture utérine, mais vous n'avez pas les symptômes complets, tous les symptômes en faveur d'une rupture utérine. Donc, une rupture incomplète, c'est le péritoine qui est intact avec le fœtus qui est en intra-utérin, mais la femme présente des douleurs en regard de la cicatrice, elle peut saigner, vous pouvez avoir un ERCF qui est pathologique, mais ça reste qu'une indication d'intervention, même si vous avez accepté la voie basse au départ, là, ça sera une indication de césarienne en seconde intention. D'accord? Les contraintes exercées sur la cicatrice, certaines contraintes peuvent entraîner également la rupture utérine, de telle sorte qu'il y aura augmentation de la pression intra-utérine. C'est le cas de la dystocie mécanique, l'utilisation des ocytociques qui vont entraîner une hypercinésie, toutes les manœuvres que j'avais citées auparavant, et également la surdistension utérique, que ce soit par macrosomie fœtale ou bien par
un hydramnios, excès de liquide. Les types de cicatrices que vous pouvez croiser, c'est les types de cicatrices obstétricales, c'est-à-dire que la femme a été opérée soit pour indication obstétricale, c'est-à-dire césarienne, et le type de cicatrice est différent. Vous pouvez avoir une cicatrice transversale ou verticale. Sachez que la césarienne, donc dans l'incision, a été transversale et meilleure que la verticale. La technique de réparation également est un élément très important pour juger la qualité de la cicatrice. C'est-à-dire qu'actuellement, à un moment donné, on faisait des chirurgies, mais selon les études qui ont été faites, ils ont conclu que opérer par des points séparés et des points simples étaient meilleurs que les points en X ou bien les chirurgies, vu que les points simples ne sont pas transfictions. Donc, la vascularisation et de la cicatrice sera meilleure, donc la réparation sera meilleure. Les suites de la césarienne sont un élément également qui pourrait influencer votre décision de césarienne ou pas. C'est quand les suites de l'ancienne césarienne étaient bonnes, ceci dit que c'est une cicatrice qui est de très bonne qualité. Les cicatrices corporeales ou segmento-corporeales sont de très mauvaise qualité par rapport aux césariennes segmentaires qui sont réalisées au niveau du segment inférieur. Vous avez les cicatrices de rupture utérine, les mini-césariennes également, c'est des césariennes qui sont fragiles. Les cicatrices gynécologiques, elles sont réputées pour être solides, à type de myomectomie. Il faut savoir que toute myomectomie faite au cours de, donc dans la vie génitale de la femme, et là où il n'y a pas eu effraction de la cavité utérine, c'est pour ça qu'une femme, quand elle se présente pour césarienne et qu'elle a subi dans ses antécédents une myomectomie, il faut toujours rechercher la notion d'effraction de la cavité ou pas. Si elle n'y est pas, dans ce cas-là, vous pouvez accepter facilement et sans hésitation l'indication de la césarienne. Le diagnostic de la rupture utérine. Bon, le diagnostic n'est pas trop difficile quand la malade donc vous avez un partogramme là où vous notez la durée, le type, bon, la durée les durées des contractions, s'il y a un relâchement intercalaire, s'il n'y a pas de saignement, les mouvements actifs fœtaux, les BCF. Tous ces éléments peuvent vous aider dans votre diagnostic. Le plus souvent, le diagnostic de rupture utérine sur utérus sain survient sur une dystocie négligée, c'est-à-dire une présentation de franc ou de phase ou bien une macrosomie fœtale. Il évolue en 2 phases. Syndrome de pré-rupture, c'est le syndrome appelé de lutte de Brandel-Frommel, là où il y a des signes de lutte. C'est-à-dire que généralement, la femme avait présenté un travail prolongé qui dure plus que la normale. Et là, la rupture utérine se produit et le fœtus est généralement à l'intérieur de la cavité abdominale. Les prodromes c'est surtout l'hypercinésie, c'est-à-dire des contractions qui sont soit augmentées d'intensité sans relâchement ou de durée sans relâchement entre les contractions. Le mauvais relâchement utérin succède ce syndrome qui comprend donc une hypertonie également utérine avec rétraction du corps, étirement du segment inférieur et l'utérus prend l'aspect d'un sablier. Là, c'est typiquement un sablier et il faut intervenir en urgence pour sauver et la maman et le fœtus. Là, vous voyez l'aspect en sablier, donc en deuxième position sur l'image B. Donc, la forme de l'utérus qui est complètement modifiée. Et là, c'est un des éléments qui vous fera, fera passer votre malade directement au bloc opératoire. Donc, cet anneau-là en sablier ne fera qu'augmenter de niveau et il y aura une tension douloureuse au niveau des ligaments ronds, donc perçue à la palpation comme 2 cordes symétriques qui sont tendues. La souffrance à ce niveau-là, elle s'installe et la mort fœtale reste très fréquente, voire imminente.
Une fois que la rupture utérine a eu lieu, après le syndrome de lutte, là, vous aurez une sédation brusque des douleurs et des contractions, donnant une fausse accalmie, une sensation de soulagement accompagnée parfois d'une sensation d'écoulement intra-abdominal et de liquide tiède. Un état de choc s'installe d'une façon très brusque, rapidement, un état d'hypotension, de tachycardie fœtale et les BCF qui vont disparaître. Donc, l'examen clinique, vous aurez des saignements, parfois minimes, une palpation de deux masses, là, quand le fœtus est en intra-abdominal, une fois qu'il est expulsé en dehors de l'utérus. Donc, deux masses, l'une appartient au fœtus et l'autre à l'utérus qui est vide et rétracté. Donc, votre toucher ne retrouvera pas de présentation. Et en un laps très court, la mort fœtale survient. Donc, les formes cliniques, vous avez les ruptures utérines qui peuvent survenir au cours de la grossesse, c'est-à-dire pas pendant le travail, durant la grossesse, que ce soit au deuxième ou troisième trimestre. C'est des ruptures utérines qui sont vraiment très rares. Elles surviennent généralement soit sur des utérus mal formés à type de pseudo-unicorne, ou bien quand la cicatrice est corporeale, c'est-à-dire de siège anormal, pas au niveau segmentaire. Quand il s'agit d'un utérus cicatriciel, on l'avait dit que généralement, la rupture est toujours précédée par le syndrome de pré-rupture qui associe la douleur au niveau de la cicatrice, métrorragie ou altération des BCF. Donc, devant toute douleur au niveau de la cicatrice, devant toute métrorragie, devant toute altération de BCF au dernier trimestre chez une femme qui y a déjà une cicatrice obstétricale ou bien une cicatrice gynécologique, mais dans les éléments de pronostic sont en faveur d'une césarienne, il faut intervenir en urgence. Les formes latentes, ce sont les formes qui sont découvertes d'une façon fortuite au cours d'une césarienne. Donc, parfois, on indique la césarienne pour autre chose. En faisant notre césarienne, on découvre soit une rupture utérine, soit une déhiscence, et c'est le cas le plus fréquent. Lors d'une révision utérine, parfois également, après avoir accepté l'accouchement par voie basse, par exemple d'une macrosomie sur utérus cicatriciel, et que ça arrive qu'on passe à côté de certains signes ou paramètres, là, en faisant votre révision utérine et qui n'est pas systématique devant tout utérus cicatriciel, mais si je vois que la femme, après accouchement, alors qu'elle a déjà un utérus cicatriciel et que soit elle continue à saigner, soit elle ne va pas bien, elle fait un état de choc, là, il faut faire votre révision utérine et par malheur, parfois on peut tomber sur des ruptures utérines. Les formes compliquées, c'est des formes de rupture utérine qui sont étendues, c'est-à-dire soit à la vessie en avant, soit et qui seront soit aux organes, soit aux pédicules, surtout utérin de part et d'autre, et dans ce cas-là, vous aurez un tableau d'hémopéritoine augmenté de volume qui se constitue rapidement. Là, les ruptures négligées, c'est le diagnostic et c'est là où la mortalité est très élevée. C'est quand la femme accouche généralement par voie basse et qu'on on passe à côté d'une rupture utérine et le diagnostic n'est fait que 2 à 3 jours après. Là, vraiment, il est difficile de récupérer la femme. Et si c'est le cas, ça sera pas sans lésion ou sans séquelles, que ce soit à type de tableau de péritonite ou bien d'abcès ou bien de nécrose ou d'ischémie, etc. Le diagnostic différentiel, il faut toujours penser à certains diagnostics avant de poser le diagnostic de rupture utérine. Donc, l'HRP qui vient en tête de liste, c'est un coup de tonnerre en ciel serein. Tout saignement dernier trimestre, vous savez très bien que le premier diagnostic à évoquer est l'HRP, qui est l'urgence gynécologique obstétricale par excellence. Dans le début est brutal, du sang noirâtre, soit en rapport avec un terrain de prééclampsie ou bien c'est post-traumatique. Les BCF, généralement, quand le diagnostic est posé et que la HRP est massive, les BCF sont généralement absents.
L'utérus est en bois et le col est cerclé. Le placenta prévia, qui est le deuxième diagnostic différentiel avec la rupture utérine, c'est un saignement qui est complètement rouge, vif, aéré, qui survient en cas de repos et à l'échographie, le diagnostic est facilement posé à l'écho, donc par la localisation du placenta. Donc, du coup, jamais devant tout saignement, il faut penser à prendre votre sonde d'échographie, localiser le placenta. Certes que l'HRP n'est pas de diagnostic échographique, mais plutôt clinique, mais éliminer un HRP, pensez à la localisation du placenta. Si vous êtes rassuré sur sur ce plan, là, pensez à la rupture utérine en troisième position. Le traitement, il a comme but éviter surtout en premier lieu la mortalité maternelle, puis fœtale bien sûr, assurer l'hémostase et réparer les lésions si elles existent. Donc les moyens curatifs, vous avez bien sûr les moyens médicaux et chirurgicaux et la prévention reste le meilleur des traitements, c'est-à-dire éviter le stade de rupture utérine, éviter d'arriver au stade de rupture utérine et ceci ne pourrait se faire qu'avec une prévention et savoir indiquer à temps la césarienne. Donc, le traitement curatif, il est généralement chirurgical. Il est chirurgical plutôt. Il doit être conduit sans retard et sans hésitation. Une réanimation de haut niveau doit être toujours associée. Après extraction éventuelle du fœtus et du placenta, faire l'inventaire des lésions, le siège, l'aspect des lésions, est-ce qu'il y a eu extension au col, au vagin, à la vessie, c'est-à-dire les organes de voisinage, l'intégrité surtout des vésicules de part et d'autre. Le choix de la technique se fera entre soit parfois, et donc c'est la majorité des cas, c'est réparer, c'est suturer les lésions, mais dans certains cas, et malheureusement, on peut arriver jusqu'à l'hystérectomie d'hémostase qui est l'extrême recours, mais parfois l'intérêt et le sauvetage maternel imposent ce geste radical. Donc la réparation également des lésions associées quand elles existent. Bon, le traitement préventif, il est trop simple. Sur utérus sain, il faut toujours dépister les causes de dystocie, à savoir la macrosomie fœtale, les présentations dystociques, respecter les règles et la pratique de l'obstétrique. Et quand il s'agit d'un utérus cicatriciel, quel que soit le type de la cicatrice, il faut toujours l'identifier, l'indication de l'ancienne cicatrice et surtout rechercher les suites opératoires. Bon, une épreuve utérine est réalisée, l'épreuve utérine, c'est-à-dire que c'est parmi les éléments de prévention également qui peuvent qui peuvent vous éviter la césarienne, plutôt la rupture utérine. C'est-à-dire que toujours pour réaliser une épreuve utérine, il faut qu'il y ait une seule, c'est-à-dire que l'utérus soit unicicatriciel et que la cicatrice soit de bonne qualité, que le fœtus soit de volume normal, une présentation de sommet, aucune dystocie surajoutée. C'est-à-dire toute femme qui se présente avec une cicatrice, qu'elle soit obstétricale ou bien gynécologique, et que sur son utérus, vous acceptez la voix basse, donc il faut tenir compte de ces éléments qui sont donc un utérus unicicatriciel, un bicicatriciel, c'est une indication de césarienne, que le volume du bébé soit normal, donc toute macrosomie sur utérus cicatriciel, c'est une indication de voix haute. Toute présentation qui n'est pas de sommet sur utérus cicatriciel est une indication de voix haute. Toute dystocie surajoutée sur utérus cicatriciel, que ce soit une prééclampsie ou diabète, donc c'est une indication de césarienne. Si l'espace intergénésique, certains prennent au-delà de 3 mois et d'autres donc 6 mois, dans certaines c'est des écoles. Donc, mais si l'espace intergénésique n'est pas respecté, c'est-à-dire inférieur à 3 mois dans la majorité des hôpitaux, donc là, ça sera une indication de césarienne. Le travail est surveillé, doit être toujours surveillé
surveiller donc, par monitorage ERCF et la moindre décélération, la moindre anomalie sur ERCF, il faut toujours passer à la voie haute. Rechercher en cas d'utérus cicatriciel la triade de Chassetrus. Rechercher, et ceci dit qu'il faut toujours rechercher un saignement, une douleur au regard de la cicatrice et le RCF. Si un de ces paramètres s'annonce, là, vous passez direct, vous faites passer la malade au bloc opératoire. Le recours à la césarienne s'impose à la moindre anomalie. Et là, j'ai mis la révision utérine systématique, chose qui n'est pas d'actualité. La révision utérine n'est ce jour systématique que devant des éléments vraiment qui en faveur de déhiscence ou bien de rupture utérine, c'est-à-dire saignement anormal, malade en état de choc, etc. Le pronostic, le maternel, il est nettement amélioré. Non, néanmoins, il persiste toujours quelques décès en cas de forme grave et surtout celles qui ont traîné dont l'obstétricien est passé à côté. Le pronostic fœtal dans les ruptures franches est très mauvais. Par contre, il est meilleur dans les déhiscences de cicatrices, c'est-à-dire quand le péritoine est toujours intact et préservé. Donc voilà, en totalité, le cours. Je vous Merci remercie. beaucoup, madame. Vous n'avez pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Personne n'a posé de questions. Très bien. Donc là, dans un quart d'heure, vous allez avoir Dr Nate. D'accord. C'est toujours sur le même lien, madame. Toujours. Voilà. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Au revoir. Merci. Au revoir.
Allô? Allô? Oui, madame. Oui, est-ce que vous m'écoutez? On Oui, commence madame. la présentation. Madame, on ne voit pas encore la présentation. Et maintenant? Une minute. Ah oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. D'accord. Donc voilà, donc on va voir le placenta prévia. Tout d'abord, le mot prévia signifie tout ce qui se trouve sur la voie du fœtus, donc au moment de l'accouchement. On peut avoir donc un placenta qui est prévia ou un myome prévia. Euh, on commence par la définition. Donc le placenta prévia correspond à l'insertion du placenta en partie ou en totalité sur le segment inférieur. Donc, on peut avoir tout le placenta sur le segment inférieur ou une petite partie. Donc, comme vous voyez donc sur l'image, un placenta à gauche, un placenta inséré anormalement sur le segment inférieur et sur l'autre image, donc un placenta qui est normalement inséré, c'est-à-dire au niveau du fond ou bien sur l'une des faces de l'utérus. Ensuite, donc, pourquoi on s'intéresse au placenta prévia? C'est parce il peut être responsable d'hémorragie sévère, donc le plus souvent au troisième trimestre de la grossesse. Et ces hémorragies donc, peuvent mettre en jeu le pronostic maternel et fœtal. Donc, il faut savoir que la fréquence du placenta prévia se situe entre 0,33 et 2,6 des grossesses. Maintenant, quels sont les facteurs favorisants et pourquoi ce placenta viendra s'insérer anormalement sur le segment inférieur? Donc, il faut savoir que certaines situations provoquent une altération de la muqueuse utérine. Donc, l'implantation de l'œuf va se faire sur cette muqueuse qui est altérée. Quelles sont donc ces situations qui favorisent l'altération de la muqueuse? Donc, on a la multiparité, les antécédents d'avortement avec curetage, la présence d'une cicatrice utérine, donc le plus souvent après une césarienne, les lésions endométriales. On a aussi dans le cas des grossesses gémellaires, le placenta peut être tellement grand qu'il va déborder donc, sur le segment inférieur. Et on a aussi les fibromes sous-muqueux. Pour la classification du placenta prévia, donc il faut savoir qu'il y a une classification pendant la grossesse et une classification pendant le travail. Donc pendant la grossesse, on a le placenta prévia latéral. Donc le placenta est inséré sur le segment inférieur mais n'atteint pas l'orifice cervical interne. On a aussi le placenta prévia marginal. Donc le placenta arrive au bord supérieur de l'orifice cervical interne et le placenta peut être central, donc il recouvre l'orifice du cervical utérin. Pendant le travail, donc on a deux variétés, soit une variété recouvrante, donc qui recouvre complètement l'OCI, et non recouvrante qui ne recouvre pas l'orifice cervical. Pour la pathogénie donc, du placenta prévia, donc on a déjà parlé de la pathogénie de l'insertion placentaire. Pour la pathogénie de l'hémorragie, donc comment bon, les contractions utérines vont entraîner un décollement d'une languette placentaire. Donc ceci va provoquer une ouverture des sinus veineux, donc ils vont saigner à l'extérieur. On passe au diagnostic. Tout d'abord, on commence par les circonstances de découverte.
il faut savoir que des fois, la découverte, elle est fortuite. Donc, lors de l'échographie, on découvre un placenta prévia. Mais le plus souvent, le placenta prévia va se manifester par des saignements. Donc, la patiente va consulter pour une hémorragie, le plus souvent au 3e trimestre. Quelles sont les caractéristiques de ces hémorragies? Donc, dans le cas du placenta prévia, les saignements donc, sont d'origine utérine, bien sûr, faits de sang rouge, indolore. Parfois, l'hémorragie peut être très abondante, contrairement au saignement de l'hématome rétroplacentaire, qui est donc le principal diagnostic différentiel du placenta prévia. Donc, dans l'HRP, le sang est souvent noirâtre, accompagné de douleurs abdominales brutales et très intenses en coups de poignard. Contrairement donc dans le placenta prévia, le saignement est spontané, indolore. L'utérus est souple, donc entre les contractions utérines, contrairement à l'HRP où l'utérus reste dur en permanence. Donc, des fois, la patiente consulte pour une hémorragie cataclysmique où on peut donc être face à un état de choc avec des chiffres tensionnels très basses et un pouls accéléré. L'examen clinique, donc on commence toujours par la mise en place prudente du spéculum, donc qui va confirmer l'intérêt donc de placer le spéculum, c'est de confirmer l'origine endo-utérine du saignement. Ensuite, pour le toucher vaginal, il faut savoir qu'il peut être très dangereux. Donc, il peut donc provoquer des hémorragies, une hémorragie grave. Il est donc recommandé de réaliser une échographie pour voir s'il s'agit d'un placenta prévia avant de faire le toucher. Quand il est réalisé, le toucher doit être strictement vaginal, donc superficiel, et il faut le faire de façon très prudente. Le toucher donc va sentir le placenta comme un matelas. Au lieu de toucher la présentation, donc on va toucher le placenta. Donc on appelle ça le signe du matelas. Bien sûr, il ne faut jamais faire un toucher intracervical. Donc après l'examen clinique, donc l'échographie, c'est l'examen paraclinique qui va confirmer le diagnostic. Donc il va permettre à la fois de poser le diagnostic et confirmer donc le diagnostic de placenta prévia. Et d'autre part, il va permettre de savoir la localisation exacte selon une classification qu'on appelle la classification de B6. Donc, il va déterminer la classification et la localisation. Est-ce que c'est un placenta antérieur, postérieur? Est-ce qu'il est recouvrant ou partiellement recouvrant? Donc, ça existe plusieurs types. Il y a le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Il faut savoir que les types 3 et 4 sont des types recouvrants. Ensuite, donc, on réalise une formule numération sanguine, une crasse sanguine, pour évaluer le retentissement maternel, donc, qui va se manifester par une anémie lorsque l'hémorragie est importante. Ensuite, le bien-être fœtal est évalué par l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal et par le score de Manning. Ensuite, quels sont les diagnostics différentiels? Donc, lorsque l'hémorragie survient au 2e trimestre, le diagnostic différentiel se fait avec les autres étiologies éventuelles, donc des hémorragies du T2, donc, qui sont essentiellement l'avortement tardif, la mole et la menace d'avortement. Donc, le plus souvent, l'hémorragie survient au 3e trimestre. Donc, le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec l'hématome rétroplacentaire et la rupture utérine, surtout donc, en cas d'utérus cicatriciel. On passe donc ensuite à la prise en charge. Il faut savoir que la prise en charge de la femme qui présente donc un placenta prévia
va dépendre de plusieurs paramètres. Premièrement, les éléments donc à tenir en compte. Premièrement, le premier paramètre, c'est l'état maternel. Par exemple, en cas de saignement de grande abondance avec état de choc, la première des choses, il faut instaurer les mesures de réanimation, transfuser la patiente et faire une extraction fœtale en urgence par césarienne, et ce, quel que soit le terme de la grossesse. Donc ça, c'est pour l'état maternel. Ensuite, un autre paramètre donc, qui est le terme de la grossesse. Donc, lorsque la grossesse n'est pas à terme et le saignement, par exemple, il est de petite abondance, donc on va tocoliser et préconiser le repos, tout en surveillant bien sûr la patiente. Lorsque la grossesse est à terme, donc on termine la grossesse, soit par césarienne ou par voie basse, et cela donc selon la localisation du placenta. Donc il faut retenir que lorsque le placenta est recouvrant, la terminaison de grossesse se fait par césarienne. Donc il n'est pas possible de réaliser un accouchement par voie basse. Lorsque le placenta n'est pas recouvrant, donc la femme pourra accoucher par voie basse, bien sûr, lorsque le saignement n'est pas important. Donc, lorsque le placenta n'est pas recouvrant et le saignement est important, on aura recours à la césarienne. Lorsque le placenta n'est pas recouvrant et le saignement n'est pas important, donc la patiente va accoucher par voie basse. Donc, il faut savoir qu'il faut toujours commencer par une rupture large des membranes. Donc, ce geste va arrêter le saignement. Ensuite, un autre paramètre, c'est à tenir en compte, bien sûr, et l'état de l'enfant. Donc, lorsqu'on a, par exemple, une souffrance fœtale, on réalise une césarienne en urgence, même si le placenta n'est pas recouvrant. Ensuite, donc, après l'accouchement, le nouveau-né donc, doit être pris en charge rapidement par les pédiatres. Et pour la femme, donc, il faut corriger l'anémie. En cas de résus négatif, donc il faut prévenir l'iso-immunisation résus et prévenir le risque d'hémorragie de la délivrance qui est majoré par l'insertion basse du placenta. Voilà, donc, en conclusion, la prise en charge donc, du placenta prévia nécessite une équipe multidisciplinaire, donc une sage-femme, un obstétricien et un réanimateur. Donc, parfois, on est amené à prendre une décision rapide d'extraction fœtale lorsque l'hémorragie est grave, quel que soit le terme de la grossesse. Et bien sûr, la décision sera plus difficile lorsque le saignement survient avant 34 semaines. Donc, lorsque le saignement n'est pas important, on tocolise et on surveille. On hospitalise bien sûr la patiente. Et lorsque le saignement est important avec un retentissement, il faut terminer la grossesse par une césarienne en urgence. Voilà, c'est fini. Merci, madame. Est-ce que vous avez des questions? Madame, il y a une seule question. On a posé une seule question. Je vais la lire. D'accord. On vous dit pourquoi on fait la rupture large de membrane. Voilà, parce que quand on ouvre la poche des os, le placenta il va se rétracter, il va remonter sur l'une des faces. Il va remonter vers le fond. Est-ce que c'est clair? D'accord. D'accord, madame. Merci beaucoup. De rien. Madame, il y a une autre question, pardon. Ouais. On vous dit, est-ce que le placenta prévia a des effets néfastes pour le fœtus? Oui, il peut donc occasionner une souffrance fœtale. Avant 34 semaines, donc, on a toutes les complications de la prématurité.
Et aussi, le fœtus donc, peut présenter une anémie. C'est vrai que l'origine du saignement est souvent les sinus veineux qui sont maternels, mais des fois, c'est les vaisseaux fœtaux qui saignent dans 5 à 10%, et on pourra donc avoir une anémie néonatale, voire une mort fœtale in utero. Est-ce que c'est clair? D'accord. Normalement, c'est C'est la c'est dernière. tout, madame. Ok, merci de votre attention. Merci beaucoup.